Parler de l'engagement, je vais reprendre quelques éléments de la présentation après, mais c'est moi qui remercie le MEDEF parce que je fais ça avec beaucoup de plaisir. C'est un sujet que j'aime, que j'adore, et de pouvoir le partager avec autant d'engagement de la part du MEDEF, c'est pas du temps pris, c'est du plaisir partagé. Donc c'est merci de pouvoir prendre à bras le corps ensemble ce sujet. Pour revenir un peu sur la présentation, parce qu'elle me semble importante, j'ai un parcours scolaire, j'aime bien l'école, l'université de Tours, j'y vais soit pour faire cours à l'IAE, chez Exeda, ou à l'université de j'enseigne encore pour les masters, les doctorants. En psycho du travail, les MBA, c'est les masters RH. Alors après, mon cours, en général, ils arrêtent parce que je fais un cours initiation psycho du travail et j'explique aux futurs RH qui vont faire 80% du temps le bureau des pleurs. Et là, ils comprennent qu'ils ont payé un master 11 000 € pour aller faire ça et ils arrêtent. Mais j'ai un bon temps de succès avec mon cours. Je suis pas très vendeur là. Et c'est la vérité, en tant qu'ils le découvrent là et pas après. Bref. Enseignement, je souligne vraiment la partie entrepreneuriat parce que je fais un partenariat de recherche avec l'université et un parcours doctoral. Pour comprendre un parcours doctoral, c'est que je vais pas en cours, j'ai pas le temps, mais en gros, je fais la partie études et quand j'aurai un jour le temps d'écrire, je finirai ce fameux doctorat. Donc c'est un truc en arrangement pour ceux qui ont pas trop le temps mais qui peuvent apporter quelque chose à un laboratoire de recherche scientifique. Et pour parler de ça, c'est que les collègues que j'ai, alors il y a personne de l'université de Tours là. Ce que je voulais dire, c'est que mes collègues du labo, ils ont jamais quitté le laboratoire. Ah oui. C'est ça que je veux dire. Donc l'IAE, c'est plus appliqué, plus pratique. Sinon, ils vont pas me rappeler l'année prochaine, c'est dur. Alors, au niveau du laboratoire, on voulait absolument travailler sur la santé des dirigeants et on se heurtait à un écueil majeur, on n'a pas assez de données. Donc, on a sollicité le MEDEF Touraine, le club ECI, Harmonie aussi a participé parce que il est très difficile d'avoir suffisamment de données pour étudier la santé des dirigeants et la santé des femmes dirigeantes. D'ailleurs, on l'a vu, on a eu 160 répondants, ce qui est pas très important. On ne peut pas généraliser notre étude à l'ensemble de la population. On peut déjà juste en débattre un petit peu des résultats qu'on a eus, qui sont très localisés en Centre-Val de Loire, mais on peut pas du tout dire de manière ambitieuse que ça reflète l'ensemble de la population. Il faudrait beaucoup plus de données. On relancera et on espère avoir plus de participation. Donc là, cette étude, elle a été faite en 2025. On a lancé le premier observatoire de la santé, on va reprendre des mesures tout au long. Le but étant de savoir ce qui ne va pas, mais pas seulement de se contenter de savoir ce qui ne va pas, mais de proposer des actions ciblées telles que la marche de tous les jeudis, parce que la sédentarité est ressortie comme un facteur de risque. Donc proposer des actions concrètes pour venir apporter des solutions. Ça fait des années que j'entends un Maroc, par exemple, qui travaille beaucoup sur la santé des dirigeants, dire que c'est un scandale de santé publique, que ça va pas, que les dirigeants sont dans l'angle mort des préoccupations de santé. Oui, et concrètement, on fait quoi? Bon, nous, on fait des choses. Donc, au niveau de l'étude, j'avais présenté les résultats de manière globale. Et là, j'ai demandé à nos ingénieurs en statistique d'isoler les résultats pour les femmes. On avait un échantillon où on n'avait que 30% des femmes de notre échantillon, parce que c'est quand même le club ETI, donc c'est des entreprises assez importantes et on n'avait pas une grosse représentativité féminine. Mais on a eu malgré tout, donc la moyenne d'âge c'était de 49, pour les hommes c'était 55. Les hommes étaient dirigeants à peu près depuis 14 ans et les femmes depuis 11 ans. Et 55% de l'échantillon avait un bac plus 5. Elles venaient de tous les secteurs, sauf le BTP et l'hôtellerie qui n'étaient pas représentés dans notre échantillon. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on leur a posé plein de questions. À l'université, on a plusieurs échelles et du coup, on a fait un assemblage d'échelles. On a préparé un questionnaire avec plusieurs échelles validées scientifiquement et on a posé des questions. Donc, il y avait une question. Est-ce que vous avez fait un bilan lors des 12 derniers mois, un bilan de santé? On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment très important. Eh bien, 69% des hommes disaient que non, ils n'avaient pas fait un bilan l'année passée, et 60% des femmes non plus. Le constat, c'est qu'ils ne font pas de suivi, et c'est presque pareil pour les deux. Donc, on est bien d'accord, les dirigeants reportent souvent leur rendez-vous de santé, c'est un constat.
encore une fois, avec toute la rigueur scientifique de prendre du recul par rapport à nos données, mais quand on voit par exemple le baromètre MMA, on se rend compte que nos résultats ne sont pas très loin des échantillons plus importants et plus globaux au niveau des études. Deuxième partie, on leur a demandé, quand vous posez des questions sur votre santé, qu'est-ce que vous faites? Il y a plusieurs réponses. Il y avait une réponse, je mets le problème de côté et j'essaye de me débrouiller toute seule. Et alors, d'après vous, qui avait le taux de réponse, alors pour ceux qui ont une bonne vision, vous l'avez là, hein, le plus important? Évidemment. Alors là, par contre, je suis tombée de ma chaise. Toutes mes croyances sont envolées. Je ne sais pas pour quelle raison. Dans ma tête, je m'étais dit que les femmes prenaient plus soin d'elles. C'est faux. Et quand elles sont dirigeantes, c'est encore pire. Donc là, on avait quand même 38% des hommes qui répondaient qu'ils devaient se débrouiller seuls. Et on avait 65% des femmes qui disaient que quand elles s'étaient posées des questions sur leur propre santé, elles essayaient de se débrouiller seules. Alors, le problème de ça, c'est qu'on a beaucoup moins de prise de conscience. La prise de conscience, l'éducation, l'information est moins bonne quand on se débrouille tout seul. On a un diagnostic qui est moins bon aussi, puisqu'on n'est pas cardiologue, angiologue, psychologue et médecin G en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir du bon sens, GPT, Internet et tout ce qu'on veut, mais quand on essaie de se débrouiller seul, on n'est pas spécialiste dans tous les domaines, donc on passe à côté de beaucoup de choses. On n'est pas aussi bon que les professionnels dans tout ce qui est recommandation, on n'est pas aussi bon dans le suivi et on ne collecte pas de data. Donc moi je dis souvent aux personnes que chez STEP, donc STEP est le premier service de santé pour les dirigeants en France, chez STEP, on a deux concurrents majeurs. Le premier, c'est je vais essayer de faire tout seul. Et le deuxième, c'est je ne fais rien du tout. Les deux se portent très bien. Ils me font de l'ombre, c'est terrible. Par contre, ils s'en sortent beaucoup moins bien sur le long terme et les résultats sont moins probants que les nôtres. Place des aménagements dans leur équilibre alimentaire. Alors, 7% des hommes ont dit que oui, et 15% de femmes ont dit qu'elles avaient aménagé un peu leur alimentation, enfin mis en place des choses au niveau de leur équilibre alimentaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Elles vont faire un peu plus attention, parfois. Oula, c'est bien écrit. Alors ça, c'est Jean-Paul qui a retravaillé mon diapo, il est où? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien. Donc, au niveau de l'alimentation, elles vont être un peu plus attentives. Donc, on voit qu'elles font pas attention à elles, qu'elles essayent de se débrouiller toutes seules et qu'elles vont avoir quelques éléments sur lesquels elles vont être un peu meilleures. Parce qu'on parle d'indicateurs de santé, et donc l'alimentation est un indicateur, un déterminant d'une bonne santé. Et elles se disent, après il y a les dictats de la société qui font qu'en plus d'être dirigeante, intelligente et tout ça, il faut pas qu'elles soient trop en surpoids et tous les trucs. Oui, pas trop grande, pas trop grosse, pas de tout quoi. Enfin voilà, il faut qu'elle fasse tout bien et tout le temps. Donc c'est un peu lié à la culture et à l'éducation qu'on donne aux femmes. Et au niveau de l'activité physique, c'est différent. C'est-à-dire que quand on leur demande s'ils pratiquent de façon régulière, par exemple 2 à 4 heures par semaine, donc assez régulière, on va avoir 17% des hommes qui disent qu'ils pratiquent de manière régulière et 30% des femmes. Donc bravo mesdames, vous venez marcher avec moi, c'est sûr, tous les jeudis, entre autres. Donc ça, c'est positif. Accrochez-vous, après ça se gâte. S'il vous plaît, c'est positif, mais ça reste que 15%. C'est très peu, sur 160. Et ça reste que 30%. Oui, d'accord. On croirait que c'est mieux et que c'est moins mauvais. En fait, c'est moins mauvais. Non, c'est un vrai sujet de facteur de risque, terrible. Alors, ça va me plaire à Valérie. Donc, merci les lobbying de marketing pour l'alcool et le tabac. Vous avez bien réussi. Donc, on demande aux femmes plusieurs choses, non, si elles boivent et combien de verres et combien de fois par semaine. Et il y a un indicateur qui, moi, comment je peux dire ça de manière positive? Ça m'a traumatisé, quoi. Enfin, voilà, c'est pas positif, mais ça m'a traumatisé. C'est que certaines, j'essaye, mais je trouve pas, là, je trouve pas. Il y avait une partie des réponses, on demandait aux gens s'ils buvaient au moins 4 fois par semaine ou plus. Oui. C'est possible. Alors, 7% des hommes, ils disaient qu'ils buvaient 4 fois par semaine ou plus, et 20% de femmes disaient qu'elles buvaient 4 fois par semaine ou plus. Alors, de manière générale, les dirigeants vont pas très bien, on l'avait vu dans l'enquête, les dirigeants consultent pas beaucoup, on le sait, et en plus de ça, ils s'automédiquent.
Moi, alors avec Steph, on accompagne beaucoup de dirigeants, enfin de plus en plus de dirigeantes. Et j'ai des clientes qui m'appellent en disant, écoute Iris, il faut vraiment que je vois le psy parce que je vais devenir alcoolique. Il vaut mieux le psy qu'une cure de désintox, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas forcément quelque chose d'anodin. C'est souvent des stratégies compensatoires. Donc là, j'ai fait toute une intervention sur les addictions, parce que je fais une chronique santé, du coup, avec le Figaro International, tous les mois sur une thématique différente. Il y avait un gros sujet sur ce qu'on appelle l'usage. Je regarde Olivier, parce qu'on travaille avec Ronsard, qui a vraiment un gros parcours addicto qui est très intéressant. Donc, il y a l'usage ponctuel d'une substance. Il y a les comportements compensatoires. J'ai une journée pourrie, je vais boire un petit verre, je vais fumer une clope, je vais me détendre, je vais boucher toutes mes artères bien tranquillement, et on ira les déboucher avec l'hélicoptère. Donc, voilà, on verra bien. De toute façon, donc, comportement compensatoire, et il y a la partie addiction. Est-ce que vous connaissez un peu la limite entre un usage ponctuel, un comportement compensatoire et l'addiction? Oui. C'est vraiment quand ça devient envahissant. Même le sport, hein. Quand je préfère faire mes 4 heures de vélo et pas forcément voir ma famille ou mes amis, là je suis dans une addiction, même au sport. Et au travail aussi. Parce que le workaholic, c'est un héros social, mais c'est un drogué aussi. Je regarde personne. Quand on leur demande si elles sont sujettes, enfin si elles présentent d'autres addictions, elles vont être 25% à dire que oui. Je ne dis pas lesquels, ou alors pas tout le monde. C'était anonyme en plus, donc voilà. Et par contre, les messieurs, c'est différent. Ils vont prendre plus de drogue et de médicaments. On voit pas, on gère pas pareil. Voilà. On se drogue quand même, mais pas avec la même chose. Au niveau du tabac, elles sont quand même plus à fumer. Hein. Est-ce que je l'ai là? On ne voit pas. Non, je l'ai pas, mais en tout cas, elles ont répondu qu'elles étaient. Alors, elles fument de manière occasionnelle. Mais c'était 25% et 3% des hommes. Les hommes, ils répondaient plus qu'ils avaient été fumeurs et qu'ils avaient arrêté. C'était auto-administré sur la base de la bonne foi, mais c'était anonyme, donc il n'y avait aucun enjeu. On leur demandait également s'ils étaient satisfaits de leur sommeil. Et donc, il y avait un item totalement insatisfait. 38% des hommes étaient totalement satisfaits de leur sommeil. C'est pas là, ça. Et pour les femmes, c'était quand même beaucoup plus important. On était à 60%. Alors on revient à l'histoire des cycles, des hormones, etc. On sait très bien aussi que par moment le sommeil peut être perturbé. Si en plus de ça elles boivent, mauvaise nouvelle, le sommeil c'est pas très bon. Enfin l'alcool n'est pas très bon pour le sommeil. C'est un mélange pas trop. Au niveau de la santé physique, on leur a demandé si lors du dernier mois leur santé physique était bonne, mauvaise, assez bonne. Elles disaient quand même que, 10% disaient que leur santé physique était mauvaise. Et ce taux passait à 35 quand on leur demandait comment elles allaient au niveau de leur santé mentale. Ça vous interroge? Non. Oui? Non. Non, non pas. Et après, on leur a demandé également si elles étaient fatiguées dès le matin. On parlait tout à l'heure que l'état de fatigue était l'un des facteurs de risque. Et pour les femmes, ils disaient que très souvent, donc 0% les femmes, très souvent 35%, les hommes 21% pour souvent, et les femmes 10%. On n'a pas les mêmes façons de déclarer les choses, mais en tout cas, elles apparaissaient aussi comme étant assez fatiguées. Dans le cadre de leur fonction, est-ce qu'ils se sentaient isolés? Donc on leur a demandé également, pour les hommes c'était 7% et 30% les femmes. Je pensais pas forcément que au niveau de l'isolement du dirigeant, on avait un sentiment d'isolement qui était supérieur au niveau des femmes. Est-ce que vous, ça vous fait réagir? Vous vous retrouvez dans ce domaine-là. Alors peut-être que les femmes trouvent moins facilement des groupes de pairs, des réseaux d'affaires. Vous parliez tout à l'heure, c'est Valérie qui disait que j'étais dans BNI, donc j'avais quand même 250 membres et j'ai animé plus de 9 groupes BNI, un gros réseau d'affaires. Il y avait majoritairement des hommes, mais après on a réussi quand même à faire entrer pas mal de femmes. C'était problématique parce que c'est des réunions le matin et que les femmes, elles gèrent encore l'organisation avec les enfants majoritairement, donc elles ne peuvent pas venir aux réunions. Bref, mesdames, adhérez à des organisations patronales, à des clubs business, surtout à des endroits où vous pouvez discuter avec des pairs, avec d'autres femmes, avec lesquelles vous pouvez partager aussi des astuces, ce que vous faites au quotidien. Ensuite, on leur a posé d'autres questions. On leur a demandé si elles avaient l'impression, et eux aussi, que les choses allaient comme ils voulaient, comme ils le souhaitaient. Les hommes ont répondu
rarement, pour 21%, et les femmes, 0%. Donc, pour elles, les choses n'allaient pas comme elles le voulaient au niveau du travail. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est une échelle en psycho du travail qu'on appelle le locus of control. C'est l'impression que j'ai de garder le contrôle sur la situation. Eux, alors on le voit là ou pas? Oui, c'est là. Eux avaient l'impression que ça allait, les messieurs, et les femmes, ils avaient l'impression que ça allait pas comme elles voulaient. On est toujours sur du déclaratif et sur du sentiment. Et ici, pareil, on a demandé, est-ce que vous vous sentiez confiant en prendre en main vos problèmes personnels? Alors les femmes, oui, les hommes, non. C'est pas grave, ils ont une femme. Ah, c'était gratuit, oui, voilà. Enfin, pour les mieux dotés. Pour terminer, il y a une échelle qu'on affectionne particulièrement au laboratoire, qui est une échelle qu'on appelle orientation entrepreneuriale. N'oubliez pas que c'est quand même le MEDEF qui a diffusé gentiment, donc notre territoire doit vivre. Pour que notre territoire puisse vivre, il faut que nos boîtes se développent, qu'elles survivent, qu'elles recrutent et tout ça. Donc on a posé des questions. On a dit aux gens, voilà, oula, il y avait celui-là. Non, c'est pas bon, c'est pas positif, mais en tout cas il y avait un gros risque suicidaire. Hein, on l'avait mesuré quand même. Bon. Oui, voilà, la partie négative, je vais quand même rapidement. On vient d'avoir le cardiovasculaire, donc voilà, c'est bon, c'est pas positif. Donc cette échelle-là, elle nous intéresse particulièrement. Donc est-ce que vous faites partie d'un réseau d'affaires? Un peu moins les femmes que les hommes, mais comme là, elles étaient au club ETI MEDEF, voilà, c'est un peu biaisé. Et surtout, on leur demandait si elles pensaient que, elles étaient satisfaites de leur équilibre. Elles disaient que oui, et les hommes, alors, attendez. Non, c'est l'inverse, je vais dans la main. Heureusement qu'il y en a une dessus. Et alors, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est là. J'envisage de développer mon activité entrepreneuriale en termes d'effectifs salariés. Les hommes, ils étaient 7% à dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, en gros, ils ne voulaient pas développer leur boîte en termes d'effectifs salariés. Et les femmes, elles étaient 35% à dire qu'elles ne voulaient pas plus de salariés. La PST est où? Laurent, t'es où? Et voilà. Mais il y a Marianne. Non, il fallait que je cible un garçon. C'est pas marrant. Donc, je sais pas pour quelle raison elles sont plus réticentes à embaucher que les hommes. Mais c'est le cas. Et les 3 dernières échelles, c'était j'envisage d'élargir mon domaine d'activité. Pareil, ces échelles-là, elles m'ont beaucoup préoccupée. C'est pas très bon pour notre territoire, vraiment. Pourquoi? Parce que je ne veux pas forcément élargir mon domaine d'activité. Donc les femmes, elles étaient 30% en désaccord avec le fait de... Donc c'est une échelle inversée. Hein. En gros, je ne veux pas élargir mon domaine d'activité, majoritairement. Donc elles plus que les hommes. Je ne veux pas créer une nouvelle entreprise. Donc 70%, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et surtout, alors là, on est bon pour le cocktail, avec de l'eau qui pique. J'arrête mon activité, je peux absolument arrêter mon activité dans les 5 ans à venir. Et là, on est à 40% et 14%. Quand on avait l'échantillon tout confondu, les résultats sont quand même assez spectaculaires. Alors, il faut quand même savoir que c'était un échantillon de personnes avec une moyenne d'âge de plus de 50 ans, 55 ans, donc peut-être qu'ils se posent la question de transmettre leur activité. Mais quand même, connaissant le profil des dirigeants, plus ils peuvent aller loin quand ils sont dans leur activité, plus ils le font. S'ils répondent qu'ils envisagent d'arrêter leur activité, c'est plutôt qu'ils en ont ras-le-bol des contraintes, des difficultés, et que leur état de santé n'est pas forcément très bon de manière globale. Je termine avec ça. En conclusion, on parle beaucoup de leadership féminin, mais pas forcément d'épuisement silencieux des femmes. On parle pas assez de santé hormonale, de santé émotionnelle. Or, les recherches vont montrer que les femmes vont être beaucoup plus à risque au niveau du burn-out parce qu'elles vont cumuler une triple charge professionnelle, familiale, émotionnelle, la charge domestique, la pression implicite d'être à la hauteur, de la légitimité, qui va amener un déséquilibre assez chronique entre exigence et ressources. C'est pour ça que je parlais de réseau, parce que là, on va chercher des ressources également. Cela devient dangereux à partir du moment où la performance est la seule source de valeur personnelle. En tant que psychologue du travail, je vois beaucoup de personnes en souffrance au travail parce que l'identité que ces personnes se construisent, elle est uniquement liée au travail. Et s'il y a une problématique au travail, il y a une souffrance identitaire qui est très forte et qui impacte après tout le reste. Donc, mesdames, n'oubliez pas les signaux physiologiques.
prenez en compte la fatigue, mais surtout, revoyez vos priorités, acceptez de déléguer, planifiez la récupération, créez des espaces confidentiels dans lesquels vous pouvez discuter avec vos pairs, consultez si nécessaire, médecin, psychologue, spécialiste, et surtout, acceptez l'aide. Parfois, il faut même pas aller chercher l'aide, il faut juste l'accepter. Elle est là, elle est présente, il y a plein de choses qui sont possibles pour vous. Prenez soin de vous et acceptez cette aide qu'on vous donne. Merci.